Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 29 décembre 2000. Richard Virenque privé de Tour de France. Le coureur français est suspendu 9 mois pour dopage. Il a l'intention de faire appel. Comment éviter une nouvelle hécatombe sur les routes le soir de la Saint-Sylvestre? Jean-Claude Guessot incite à la prudence et sort ses gendarmes. Le chômage et les bons chiffres de novembre. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 400 000 personnes qui ont retrouvé un emploi. Enfin, du cinéma avec Richard Gere en gynécologue de rêve dans un film de Robert Altman, Dr T et les femmes. Richard Virenque ne participera donc pas à la grande boucle cette année. Ses aveux tardifs lors du procès Festina en octobre dernier lui valent aujourd'hui 9 mois de suspension pour dopage. Une sanction jugée logique par la Fédération française de cyclisme, mais sévère par son agent. À 31 ans, Richard Virenque n'a plus d'équipe, mais il ne veut pas croire que cette suspension sonne le glas de sa carrière entamée il y a plus de 10 ans. Florent Gautreau. Le dossier Virenque était trop lourd, la fédération suisse n'a pas fait de cadeau. Les 4 membres de la commission pouvaient priver Virenque du Tour de France. Ils n'ont pas hésité. Le coureur français sera suspendu du 1er février au 31 octobre 2001. La commission pénale a décidé ce matin une suspension de 9 mois pour Richard Virenque. Le quintuple meilleur grimpeur du Tour se voit donc privé de son épreuve favorite. Ce Tour de France qui a fait sa gloire et son malheur. Le Français n'a plus d'équipe et plus d'objectifs. Ses aveux tardifs lors du procès Festina lui ont donc été fatals. Si au bout de 2 années j'avais cette position, c'est que je ne voulais pas payer pour tout le monde. Parce qu'au début, j'étais vraiment ciblé et ensuite, au bout de 2 ans, ça m'a fait du bien de parler parce qu'il fallait parler. L'affaire Festina avait éclaté en 1998 après l'arrestation du soigneur de Virenque, Willy Voet, en possession de produits dopants. Mais pendant plus de 2 ans, alors que tous ses coéquipiers avaient reconnu le dopage organisé, Virenque avait lui décidé de nier l'évidence. Dans cette affaire, il y a eu des coupables et ils sont écroués. Nous, on est seulement des témoins. Donc, pour le sport, pour le vélo, pour le Tour de France, on quitte le Tour. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Pour moi, je ne suis pas un tricheur et qu'on me mette un Tour de France à ma pogne et on verra si je suis dopé ou pas. Ultime baroud d'honneur, cette victoire dans le Tour à Morzine en juillet dernier. Peut-être la dernière. Privé de Tour, privé d'équipe, Virenque voit sa carrière fortement compromise. D'ici 2 jours et quelques heures, on en aura donc fini avec cette année, ce siècle, ce millénaire. Mais les festivités d'entrée en l'an 2001 s'annoncent beaucoup moins fastueuses que celles de l'an dernier. À Paris, les Champs-Élysées seront bouclés. On y attend 600 000 personnes et 2000 policiers. La Tour Eiffel, elle, sera en bleu. Joël Bruandet et Dominique Bonnet. Dernière équipée nocturne ce soir pour les 40 alpinistes qui, depuis 3 jours, sont aux petits soins pour la Tour Eiffel. On a 3 nuits, il y a 10 alpinistes par face. Les gens sont répartis par poste de travail, par zone. Tout le monde sait précisément ce qu'il a à faire. La mission est simple mais fastidieuse. Il faut équiper les 20 000 flashs qui scintillent sur la tour avec ce petit capuchon en lycra bleu. Le résultat sera visible à partir de dimanche soir minuit. L'éclairage ne sera donc plus blanc, comme c'était le cas depuis 1 an, mais bleu. Comme chaque année, l'essentiel de la fête tiendra dans le triangle Place de l'Étoile, Concorde, Tour Eiffel. L'attraction de cette année, un son et lumière au pied de l'obélisque ainsi qu'un mystérieux rayon vert qui partira de l'Observatoire de Paris. Mais Francis Mouton, le responsable de la mission 2000 à Paris, admet volontiers que 2001, ce n'est pas 2000. L'année dernière, c'était le sublimissime feu d'artifice sur la Tour Eiffel. Cette année, c'est essentiellement des jeux de lumière, des faisceaux lumineux qui vont balayer le ciel de Paris, éclairer les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Pour la sécurité des fêtards et des autres, 4000 policiers, CRS et gendarmes mobiles, dont 2000 rien que pour les champs, seront mobilisés afin d'éviter tout débordement. L'année dernière, 150 personnes avaient été interpellées. Sachez enfin que le stationnement sera interdit dès dimanche matin 6h30. Plus tard dans la journée, la circulation dans le secteur des Champs-Élysées sera progressivement supprimée. Mais Paris cette année n'a pas sorti le grand jeu. Les nostalgiques du réveillon de l'an 2000 pourront toujours se consoler en regardant à nouveau ces images qui resteront, c'est sûr, la référence du 2e millénaire.
Et au lendemain d'un week-end de Noël désastreux où on a enregistré 97 morts et plus de 1700 blessés sur les routes, Jean-Claude Guesson en appelle à la prudence et multiplie les contrôles. Agnès Monteux et François Granier. Dès demain, ce type d'intervention se multipliera sur les routes de France. Gendarmerie nationale, pour l'alcoolémie. Les gendarmes de tous les départements seront mobilisés pour 3 jours. 3 jours de contrôles intenses pour tenter de limiter le massacre. Notre objectif n'est pas de piéger les usagers de la route. À ce titre, les contrôles sont menés là où il y a des accidents, le plus souvent. L'objectif, bien sûr, essentiel est de prévenir l'accident. La peur du gendarme, ça marche toujours, mais le soir de la Saint-Sylvestre, peu de gens ont l'impression d'être concernés par l'alcool au volant. En principe, si ça m'arrive d'être un peu gai, mon épouse conduit. Elle boit plus modérément, elle dit elle boit pas. Les chiffres pourtant sont accablants. 97 personnes sont mortes le week-end de Noël dernier, près de la moitié à cause de l'alcool. Et traditionnellement, on sait que le nouvel an est encore plus meurtrier. Si l'an dernier, la tempête avait calmé les ardeurs festives de beaucoup, le bilan fut particulièrement lourd il y a 2 ans. Les autorités font des efforts, transport public gratuit dans beaucoup de villes importantes, mais la solution pour faire baisser les accidents n'est pas là. C'est la prise de conscience individuelle de tous les gens que c'est en eux que réside la solution. Il faut préparer la fête, il faut aussi préparer le retour. Le message est donc toujours le même. Parce que celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et ce soir, de fortes chutes de neige perturbent la circulation dans le Calvados et dans la Manche, comme ici sur l'A13, non loin de Caen, où plusieurs centaines de véhicules sont bloqués sur les axes secondaires. Attention, chute de neige également dans le Vexin, au nord de l'Île-de-France. Et puis les autorités appellent aussi à ne pas circuler sur l'autoroute A7 entre Lyon et Montélimar. Alors pour éviter que vous ne preniez la route, justement, le soir du réveillon, la SNCF renouvelle son opération de l'an dernier, train gratuit en Île-de-France, tout comme le métro et le RER, billets uniques à 100 francs pour un aller-retour n'importe où dans l'Hexagone. Reportage à Strasbourg de Christine Beauce et de Jean-Pierre Pasteur. Le Père Noël joue les prolongations à la SNCF. En guise d'étrenne, elle propose des forfaits aller-retour sur toutes les destinations françaises pour la modique somme de 100 francs à une seule condition. Il faut que le départ ait lieu à partir du 31 à 0 heure et le retour ait lieu lui-même à partir du 1er au plus tard à 12 heures. Donc en fait on peut faire l'aller-retour pour aller passer un réveillon chez des amis ou souvent, comme c'est le cas à Strasbourg, à Paris par exemple. En une seule journée, 250 forfaits à destination de Paris ont été vendus sans aucune publicité. On en a vendu beaucoup. Voilà. Pour quelle destination principalement? Paris, Lyon, on a déjà des trains où il est déconseillé de prendre ce train-là parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Et depuis 3 jours, on se presse aux différents guichets car l'aubaine est trop belle, surtout pour les jeunes. Que vous alliez à Paris ou à Nice ou à Bordeaux, c'est toujours 100 francs. On va fêter Nouvel An à Paris et ça nous a avantagé en fait d'avoir le billet à 100 francs. J'ai pensé de prendre la voiture, mais maintenant je vais prendre le train. C'est plus pratique. Et donc pour aller à Chartres. Et ce seront donc autant de personnes qui ne seront pas sur les routes pendant cette période meurtrière. C'est l'objectif visé par le ministère des Transports qui réédite l'opération avec la SNCF après le succès de l'année passée. Et ce dispositif sera en partie perturbé par la grève qui se poursuit à Strasbourg. Les contrôleurs protestent contre des sanctions décidées par la direction de SNCF après des occupations de voies lors d'une grève précédente. Le trafic des grandes lignes, lui, n'est pas touché. La lutte contre le chômage, les bons chiffres de novembre confirment une année 2000 record avec 40 000 chômeurs de moins le mois dernier et un taux de chômage qui passe à 9,2%. Florence Griffon. L'intendant des Champagnes Bonner à Fossois cherche toujours 10 vendangeurs pour la semaine prochaine. On peut toujours dire qu'il y a beaucoup de postes à pourvoir à Saint-Nazaire, cette année, l'année prochaine et encore l'année après. Sur le quai, ces hommes, en costume-cravate, sont des directeurs de ressources humaines d'entreprises françaises. Rame après rame, ils chassent des oiseaux rares. Toute l'année, ce fut la même chose. Entreprises cherchent candidats désespérément. Les secteurs qui ont le plus recruté, l'informatique, mais aussi le bâtiment, l'hôtellerie-restauration et les services. La preuve, la courbe du chômage n'a cessé de décroître.
453 100 demandeurs d'emploi ont été rayés des listes de la NPE, soit une baisse de 17,2% en près d'un an. Ceux qui en ont profité, les jeunes et surtout les chômeurs de longue durée. En 2000, ces chômeurs ont vu leur nombre diminuer de 25%. Les raisons de cette embellie, la croissance tout d'abord. Cette année, elle devrait être de 3,2%. Les chefs d'entreprise, comme les ménages, ont gardé le moral. Autre explication, les 35 heures. Selon le gouvernement, elles auraient contribué à faire baisser de 25% le nombre des demandeurs d'emploi. Il en reste tout de même 2 175 500. Les autres n'hésitent plus à profiter de la conjoncture pour faire jouer la concurrence et négocier leur salaire à la hausse. Une tendance qui pourrait s'accentuer l'année prochaine. Et du côté de la Bourse de Paris, c'est théoriquement une année blanche puisque les baisses enregistrées ces dernières semaines ont ramené le CAC 40 à ses niveaux de l'an dernier. Nouvelle décision du Conseil constitutionnel et nouvelle déconvenue pour le gouvernement. Cette fois, les sages épinglent l'écotaxe, deuxième version, autrement dit, le dispositif qui devait étendre cette taxe sur les activités polluantes à l'électricité. Les explications de Peggy Leroy et Laurent Hakim. Les dirigeants de cette cimenterie ont eu chaud. L'importante énergie qu'ils consomment a bien failli être taxée. C'était en tout cas le projet du gouvernement, mais le Conseil constitutionnel a censuré cette décision. Il refuse que l'écotaxe soit étendue à l'électricité, alors qu'elle s'applique déjà depuis 1999 à la consommation de lessive, de pesticides et d'eau. Motif, l'électricité n'est pas considérée comme une énergie polluante, un argument rejeté par les Verts, principaux défenseurs de l'écotaxe. Le Conseil constitutionnel dit « Ah ben l'électricité c'est pas polluant ». Si, c'est polluant d'une part parce que tout n'est pas nucléaire et que même quand c'est nucléaire, il y a des déchets radioactifs, donc il est normal que l'écotaxe s'applique aussi à l'électricité. Avec cette censure, le Conseil constitutionnel inflige un véritable camouflet au gouvernement, le deuxième en 15 jours. La semaine dernière, le projet de Laurent Fabius sur la suppression de la CSG pour les bas salaires avait également été jugé anticonstitutionnel. Mais pendant que Laurent Fabius et Dominique Voynet font la grimace, Ernest-Antoine Seillière, lui, peut sourire. Le MEDEF s'est réjoui de l'échec de l'écotaxe. 40 000 entreprises sont concernées par cet impôt. Après les inondations du début du mois dans le Finistère, le gouvernement a décidé de débloquer une enveloppe exceptionnelle de 15 millions de francs. Et puis la fameuse fiche d'état civil disparaît, fini l'attente dans les mairies pour s'en procurer. Le livret de famille, la carte d'identité, le passeport ou encore la carte d'ancien combattant suffira à la remplacer. Il vous reste jusqu'à demain 16 h pour vous inscrire sur les listes électorales, si ce n'est déjà fait. Pour la première fois cette année, les ressortissants de l'Union européenne seront autorisés à voter aux prochaines municipales. Ils représentent près de 3% de la population totale qui réside en France. C'est assez dire si les candidats commencent à s'y intéresser. Exemple, dans le 12e arrondissement de Paris, Thomas Gandois et Gilbert Ruzin. Nous, on est des étrangers ici. Qu'est-ce que vous êtes, vous Vous pouvez voter, vous Vous êtes dans l'Europe, mais il faut vous inscrire sur les listes électorales. Sur le vote des Européens aux élections municipales, ce fut publicité option minimum. Pourtant, sur le terrain, les candidats, eux, sortent l'artillerie lourde et ne ratent pas une occasion de mettre la main sur de nouvelles voix. Il faut dire qu'en pleine affaire des faux électeurs, le vrai bulletin, lui, vaut de l'or. Résultat, entre gauche et droite, on se chamaille l'idée. J'ai voulu, le premier, que des ressortissants de l'Union européenne soient représentés au Conseil de Paris et non les conseils d'arrondissement. Ce matin, à la mairie du 12e arrondissement à Paris, c'était le coup de feu des derniers jours d'inscription. Je viens pour m'inscrire aux élections européennes, communales. Fernando Lopez est européen de nationalité portugaise. Pour lui, voter en France, c'est une première. J'ai quand même envie d'assister et puis d'avoir un petit peu mon mot à dire, même s'il n'a peut-être pas une grande importance, mais au moins qu'il ait au moins exprimé quelque chose. Mark Cotton est britannique. L'année dernière, il a manqué le train des européennes. Pas question cette fois de laisser passer les municipales. Les affaires, les faux électeurs, bien sûr, il en a entendu parler, mais qu'importe, cette année son choix est fait, son civisme sera français. Vous savez, les affaires, il y en a partout, il y en a en France, il y en a au Royaume-Uni aussi. Je ne suis jamais dégoûté, non, mais bon, ça m'amènera peut-être à changer d'avis sur qui je vais voter. Et pour s'inscrire, la formule est simplissime, aussi pour les Européens. C'est la même règle que pour les Français. Il vous faut à peu près 1 mois de résidence et encore, le Code civil ne définit pas tout à fait la période. En 1992, le traité de Maastricht avait prévu le droit de vote pour les Européens résidant sur notre territoire. Il aura fallu 8 ans à la France pour rentrer dans le rang.
Un homme est mort de froid à Rouen, un SDF de 62 ans qui a été découvert près du centre hospitalier universitaire de la ville. Il est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le mauvais temps et surtout la neige continuent de sévir sur une grande partie de l'Europe et aux États-Unis où la vague de froid a déjà fait au moins 37 morts dans le centre du pays. Commentaire d'Olivier Galsi. Nous ne sommes pas en Alaska mais bien au sud des États-Unis. De la frontière mexicaine jusqu'au Texas, le pays s'est réveillé sous un manteau de glace. Et dans la région, on ne peut pas dire que la conduite sur neige soit une spécialité, alors les accidents se multiplient et avec eux leur cortège d'embouteillage. Alourdis par la glace, les câbles cèdent les uns après les autres. Résultat, plus de 550 000 foyers sont privés d'électricité ce soir. Face à l'ampleur du phénomène, les réparateurs sont dépassés. Ils estiment qu'il faudra plus d'une semaine pour rétablir le courant dans toutes les maisons. Les deux États les plus touchés, l'Arkansas et l'Oklahoma, ont été placés en état d'alerte. En 2 jours, la tempête a causé la mort de 37 personnes. Et le froid n'épargne pas l'Europe. Il paralyse aussi depuis 2 jours une partie de l'Angleterre. Dans l'est du pays, en Écosse, les températures ont atteint parfois moins 13 degrés, stoppant ainsi le trafic routier, ferroviaire et aérien. Ce soir, l'activité a cependant repris sur quelques aéroports, comme ici à Glasgow. Conséquence inattendue de ces intempéries pour les Anglais, la plupart des matchs de football ont été annulés. Mais surtout, le prix de l'action Railtrack a chuté aujourd'hui à la bourse. La compagnie de chemin de fer anglaise risque en effet d'engloutir une partie de ses bénéfices pour réparer les dégâts d'infrastructures causés par la neige. Et le froid s'est abattu également sur New York où la police a été placée en état d'alerte pour recueillir les 30 000 sans-abri et les placer dans les centres d'accueil. Sur place, Isabelle Bechler et Édouard Perrin. Le thermomètre annonce moins 8 degrés. Mais il faut encore ôter une bonne dizaine de degrés à cause du vent qui balaye les avenues new-yorkaises. La municipalité vient de décréter l'état d'urgence pour les SDF. La police a désormais la mission de les ramasser, bon gré mal gré, pour leur faire passer la nuit au chaud dans des refuges publics ou confessionnels comme celui-ci. Une meilleure réputation de New York et l'absence apparente de clochards, de toxicomanes SDF passent par tout un réseau de solidarité. Il fait moins 20 dehors avec le vent. Il faut vraiment chercher refuge. Si je ne pouvais pas venir à la mission du Bowery, je serais dans le métro ou dans une entrée d'immeuble. Je me rends compte que dehors, je pourrais mourir de froid, ou alors être attaqué à l'essence et brûler vif, car il y a beaucoup de gens qui détestent les SDF. Ils veulent nettoyer les rues de New York des sans-abri. On ne peut même plus faire la manche. Ici, à la mission du Bowery, le repas chaud et la nuit à l'abri doivent être accompagnés d'une rédemption par l'évangile. Pas le choix. Il faut d'abord ingurgiter le sermon du pasteur, même si les odeurs de la cuisine voisine obsèdent les esprits. Quant à la chapelle, elle servira d'abri de fortune toutes les nuits de cet hiver. Ils sont une 50aine d'hommes ici ce soir, mais on considère que 30 000 personnes, dont plus de 9 000 enfants, sont hébergés dans des abris municipaux. Et il y a ceux de la rue, qui ne veulent pas dormir dans les refuges à cause de la criminalité ou du contrôle qui y règne. Plusieurs milliers de SDF se battent contre l'hiver dans les rues de New York. En Israël, alors que Ehud Barak renforce le bouclage des territoires palestiniens, Yasser Arafat se dit prêt à rencontrer le Premier ministre démissionnaire israélien. Mais le plan de paix de Bill Clinton paraît toujours en panne quand on voit que l'opinion israélienne y est opposée à une forte majorité. Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Sampère et Alon Grégo. Nous sommes à Naplouse, une ville sous l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Cet après-midi, les militants du mouvement extrémiste Hamas défilent devant plusieurs milliers de personnes. Leur objectif, pousser Arafat à refuser le plan de paix américain. Leur ennemi, Israël. Ils portent la maquette d'un bus israélien et ils la détruisent devant une foule ravie. Depuis ce matin, les contrôles ont été renforcés aux entrées et sorties des territoires palestiniens. Après les 2 attentats d'hier à Tel Aviv et à Gaza, toutes les forces de sécurité israéliennes sont sur le qui-vive. Cet après-midi, de nouveaux affrontements ont eu lieu dans les territoires palestiniens à Naplouse ou comme ici à Ramallah. 15 blessés. Plus au sud, dans la bande de Gaza, un char israélien a riposté après des tirs de policiers palestiniens. Le char a ouvert le feu, un policier palestinien de 26 ans a été tué. Selon l'armée israélienne, ces affrontements étaient moins violents que les semaines passées.
À Jérusalem, il n'y a eu aucun incident pour la prière du vendredi. En ville, on ne parlait que des 2 derniers sondages publiés par la presse. 56% des Israéliens affirment ne pas vouloir d'un accord de paix avant les élections du 6 février prochain. Et selon le 2e sondage, Ariel Sharon, le candidat de droite, possède désormais 21 points d'avance sur Ehud Barak. En ville, quelques toutes petites manifestations avec face à face des opposants au Premier ministre et de l'autre côté de la rue, des partisans de la paix. Une ambiance plutôt calme, les élections sont dans un mois. À Londres, le dôme du millénaire vit ses derniers jours, du moins en tant que centre d'attraction. Ce devait être, selon Tony Blair, le symbole de l'optimisme et de la confiance retrouvée des Anglais. Mais de déconvenus en désillusion, le dôme s'est révélé un fiasco financier. Correspondance de Laurent Boussier. C'était cet après-midi sur le site du dôme du millénaire à Londres. Architectes, ouvriers, décorateurs, artistes préparaient ce qui sera la plus grande, la plus belle fête de la capitale britannique pour le passage en l'an 2001. Comme si de rien n'était, comme si l'avenir était assuré, tous travaillaient à la réussite de cette soirée de dimanche, en essayant de ne pas penser que ce serait la dernière avant la fermeture définitive. Le dôme du millénaire, ou l'histoire d'un fiasco retentissant, 855 millions de livres, environ 9 milliards de francs, engloutis. Un Premier ministre, Tony Blair, fragilisé, et surtout des visiteurs absents pour un échec retentissant. L'idée au départ était pourtant séduisante, construire pour l'entrée dans le nouveau millénaire un bâtiment révolutionnaire, vitrine du savoir-faire britannique et symbole d'un pays à l'élan retrouvé. Mais le projet est bâclé et les problèmes commenceront la nuit même de l'inauguration le 31 décembre 1999. Ce soir-là, la désorganisation est telle qu'elle contraint des centaines d'invités, dont la reine et tout le gouvernement, à attendre plusieurs heures aux portes de l'établissement. Et puis très vite, le gouffre financier se creuse. Il aurait fallu 12 millions de visiteurs par an pour atteindre l'équilibre. 12 millions de fréquentations, il n'y avait eu aucune étude de marché en termes de potentiel marketing, aucune étude de marché qui était faite sérieusement pour s'apercevoir qu'il y avait en fait entre 3,5 millions et 6,5 millions de personnes qui auraient vraiment été capables de visiter le dôme. Appelé à la rescousse au début de l'année pour essayer de rétablir la situation, Pierre-Yves Gerbeau réussira à limiter les pertes. Mais l'affaire est trop mal engagée, 4 fois en moins d'1 an, il faudra faire appel aux subventions publiques, ce qui est très mal vu en Angleterre. Le mois dernier, le dôme n'a pas trouvé d'acquéreur, alors dès janvier, il sera livré aux démolisseurs. Sur le site, un consortium a déjà prévu de construire des bureaux, des logements et un parc technologique. Nous vous parlions tout à l'heure des intempéries, elles ont parfois du bon quand on est à la montagne. La neige a fini par tomber sur les stations de sport d'hiver, au Val d'Alos dans les Alpes de Haute-Provence. On n'en avait jamais autant vu. Nathalie Jourdan et Virgile Liato. C'est pas trop froid d'être allongé comme ça sur la neige? Non, non, ça va, ça va. À se rouler par terre, que l'on soit à poil ou chaudement habillé. Des kilos de neige à en défier les lois de la gravité des chutes. C'est bien autant de neige pour débuter? Oui, quand on est débutant, au moins quand on tombe, on se fait pas mal. C'est un petit avantage qui est très important pour les débutants. 3 mètres au sommet, 1,50 m au bas des pistes, des mensurations records qui font de la Foudalos la station la plus enneigée de France, des flocons par millions qu'il a fallu dompter. Il y a eu une phase de sécurisation, beaucoup de déclenchements d'avalanches, et après avec les engins de damage qui depuis 3 jours sont jour et nuit sur le domaine. Il n'y en a pas trop de la neige? Ah, il n'y en a jamais trop. Ça nous donne beaucoup de travail, mais les gens se régalent. Les responsables de la station aussi. La seule avalanche enregistrée concerne les réservations. L'enneigement exceptionnel aussitôt dans la saison titille toutes sortes de spatules, même les plus timorés. Un enneigement précoce au tout début du mois de décembre a permis de déclencher de nombreuses réservations, ce qui nous vaut pour ces fêtes de fin d'année un taux d'occupation de la station qui est assez exceptionnel et qui est quasi de l'ordre de 100%. Farniente au bord des pistes, sortie en famille, leçon de style, du bonheur à l'appel pour finir l'année en beauté. C'est fabuleux quoi, et en plus le beau temps, pas trop de monde. Joyeux Noël, bonne année si je peux. C'est l'un des cadeaux qui a été offert le plus souvent pendant ces fêtes, la fameuse trottinette. Près de 300 000 exemplaires ont déjà été vendus. Pourtant, la répression des fraudes s'est emparée du dossier pour constater que toutes les trottinettes ne se valaient pas. Certaines se sont même révélées dangereuses et 4 modèles ont été retirés de la vente. Vanessa Rouet et Joseph Bachtik.
Ce bolide à roulettes se met parfois la pagaille sur nos trottoirs. Aujourd'hui, il sème le doute. Après le scooter Speedblader, le Faceskate Scooter, épinglé pour défaut de pliage, deux autres modèles s'ajoutent à la liste, l'Extreme Scooter et le Rollerball, cette fois pour une potence défectueuse. Alors, le risque lié à la potence il est essentiellement sur cette petite pièce-là qui se trouve ici. La manipulation se fait comme ceci, dans un premier temps, pour pouvoir descendre la potence. Et si on veut la régler à un niveau quelconque, on referme ici. Donc ça, il faut que ça soit vraiment d'une rigidité, d'une bonne tenue. Donc si ce produit-là n'est pas de bonne qualité, automatiquement, au bout de 10 fois avec la manipulation de chaque jour, disons que ça va casser. La répression des fraudes a saisi le laboratoire national d'essai pour expertiser certains modèles. Principaux tests, l'efficacité des freins, la résistance au choc et la facilité du pliage. Outre le défaut de sécurité, la trottinette souffre d'un statut ambigu entre le jouet pour enfants et le transport pour adultes. Autant il existe une réglementation pour les trottinettes pour enfants de moins de 14 ans qui doivent répondre aux exigences de sécurité des jouets et à la réglementation relative aux jouets et comporter un marquage CE de conformité, autant ces trottinettes destinées aux adultes, pour l'instant, ne sont pas réglementées et n'ont pas de normes de qualité ou de sécurité. Pour l'heure, 8 modèles sont déclarés conformes aux normes de sécurité. Une dizaine de marques sont encore testées par la répression des fraudes. En attendant de repartir d'un bon pied après la trêve, ce qu'espère son entraîneur Luis Fernandez, le Paris Saint-Germain va devoir payer une amende de 100 000 francs, une amende qui sanctionne les incidents survenus au Parc des Princes lors du match contre Troyes le 21 décembre. Une orange lancée des tribunes avait touché le capitaine troyen. Il avait dû arrêter de jouer pendant quelques minutes, mais pu reprendre heureusement la partie. Le Paris-Dakar, c'est le grand retour à la tradition pour les 360 candidats engagés. Lundi, le départ sera donné au Trocadéro, à l'aube. En attendant, tous les participants sont réunis au Parc Floral pour l'ultime visite technique. Christelle Bertrand et Rémi Poissonnier. Passer son temps sous les ponts, c'est le sort des contrôleurs. À 48 heures du départ, chaque véhicule est passé au crible. La sécurité, la bonne cylindrée, rien n'est laissé au hasard. Chez les Arnoux, tout est fait maison. Madame est copilote. Sur le rallye, c'est elle qui dirige son mari. C'est moi qui me suis occupée de l'emplacement de chaque chose avec mes bouts de façon à ce que j'ai vraiment tout à portée de la main, qui n'est rien. J'ai pas besoin de lui demander de me faire quoi que ce soit. Pour les amateurs, la vérification technique marque la fin d'une longue épopée. Boucler un budget, c'est déjà une victoire. Pour le mettre à l'intérieur, il faut compter à peu près 200-250 000 francs. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de sacrifices, mais c'est une très belle aventure. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'arriver à participer à des courses mythiques comme celle-ci. C'est l'occasion aussi de côtoyer des stars du pilotage. Le numéro 1 veut toujours avoir l'étiquette du vainqueur. On a gagné 2 fois, on n'a pas envie de se contenter de finir 2e, 3e. Donc c'est vrai que je pars pour essayer de gagner, mais d'un autre côté, je sais que ce sera très dur. Je sais que c'est vraiment pas gagné d'avance. Pendant 2 jours, l'entrée est libre pour le public. Les gens qui restent n'ont pas hésité à se déplacer. J'habite dans la Sarthe, j'ai fait 250 km ce matin et je suis un passionné d'automobile, tout simplement. Faire des pieds et des mains pour vérifier 293 véhicules, le contrôle technique donne le feu vert aux concurrents. Autre compétition, la course à la voile autour du monde sans limite de bateau ou d'équipage. The Race partira dimanche à 14 h de Barcelone. Au total, 6 voiliers, 6 catamarans géants se lanceront dans l'aventure. Certains viennent juste d'être mis à l'eau, d'autres ont eu le temps de se régler. C'est le cas de Club Med qui passe pour être le bateau le plus affûté de la course avec ses 33,50 m de long. Julien Beaumont et Emmanuel Beck ont pu tester le géant. Ça y est, le pont de Barcelone s'efface enfin et libère les 40 mètres du mât de Club Med. Nous avons embarqué dans l'un des catamarans les plus grands jamais construits, cap sur Monaco, durée de la traversée sur la Méditerranée, 24 heures. Et déjà on s'active. La grand voile pèse 500 kg, il faut plus de 10 minutes pour la hisser complètement. Pas le temps de souffler, c'est maintenant le tour de la voile avant, 500 kg elle aussi. Première risée, les 20 tonnes du multicoque décollent en douceur. Nous sommes déjà à 30 nœuds, plus de 50 km/h, une prouesse pour un bateau à voile, une habitude sur Club Med. Quand vous êtes à 30 nœuds, vous êtes encore dans une situation tranquille sur Club Med, alors que vous êtes quand même à 30 nœuds. Si vous butez dans une vague à 30 nœuds, eh ben, si vous êtes debout, vous volez, quoi. Donc c'est tout ça qu'il faut enregistrer assez rapidement, et donc il faut faire attention.
13 hommes à bord, pas superstitieux, plutôt professionnels. Moyenne d'âge 37 ans, 8 nationalités représentées. Ensemble depuis 6 mois, ils partent favoris. Ça tombe bien, Graham Dalton, le skipper néo-zélandais, n'est pas venu pour se promener. Je veux être le marin le plus rapide qui ait jamais existé. L'aventure est plutôt amusante, mais ce n'est pas ce qui m'attire. Si je fais cette course, c'est pour la gagner. La course, rien que la course donc. Même les repas sont avalés en 4e vitesse, des menus lyophilisés sans grande variété. Du poulet provençal avec du riz, le tout dans une bassine en plastique. Pas de la grande cuisine, mais c'est servi chaud, c'est tout ce qui compte. Étrange balai au milieu de la nuit pour rouler la voile. À un tel stade de gigantisme, il faut tout le temps s'adapter aux éléments. Un coup de vent mal anticipé et la puissance du bateau vous emporte. À 30 km/h de moyenne, la traversée a été plus rapide que prévu. Le port de Monaco est encore fermé. Alors on patiente. Dernier matin calme avant la course du millénaire. Richard Gere en gynécologue, certaines femmes, paraît-il, en ont rêvé. Le réalisateur Robert Altman, lui, l'a fait, mais dans son film Dr T et les femmes, il ne suffit pas d'observer l'intimité des femmes depuis plus de 20 ans pour en comprendre toute la complexité. Pascal Deschamps et Olivier Robert. La ménopause n'est pas vraiment très différente, en fait, de la puberté. On voit le corps changer. Le docteur T s'y connaît en femmes comme d'autres s'y connaissent en voiture. Gynécologue séduisant, il reçoit toute la bonne société de Dallas, des femmes riches mais en mal d'attention, qui viennent chez lui chercher un encouragement, un sourire, un compliment qu'il est toujours prêt à donner. Je vous le promets, je vais être votre meilleure patiente ménopausée, la meilleure que vous ayez eue. Dr T est aussi l'époux comblé d'une femme ravissante, le père de 2 filles charmantes, l'oncle de fillettes à croquer qui marche sur les traces des aînés, jusqu'au jour où sa femme devient folle et sa fille révèle son homosexualité à 1 semaine du mariage. C'est comme si le Dr T découvrait un autre monde. Le problème du docteur T, c'est qu'il étouffe les femmes. Il ne leur donne pas d'espace pour exister. C'est ce dont finit par souffrir sa femme et sans doute toutes les femmes qui l'entourent. Quand nous avons décidé de faire ce film, Robert et moi, nous avons réalisé que nous étions nous aussi exclusivement entourés de femmes. C'était donc intéressant pour nous de nous interroger sur les rapports que nous avions avec elles. Quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est quoi? C'est un trouble qui atteint surtout des femmes de la grande bourgeoisie, qui ont pratiquement tout ce qu'il leur faut, tout ce qu'elles veulent. Avec son style inimitable, fait d'humour grinçant et de gravité, Robert Altman aborde cette fois le problème de la place des femmes dans une certaine société américaine. Prisonnières de l'image que les hommes cultivent, condamnées à l'inactivité, réfugiées dans le futile et l'accessoire, bref de jolies poupées, mais qui craquent parfois quand on ne s'y attend pas. Le public aime voir au cinéma les hommes comme des super-héros et les femmes comme des objets sexuels. Il aime ça parce qu'il comprend, il se sent à l'aise. Les femmes aussi aiment bien se voir comme ça. Je suis toujours étonné du peu de femmes qui protestent contre la façon dont on les représente dans la plupart des films. Pourtant, elles devraient le faire. Dr T est une satire dans laquelle monsieur, mais aussi madame, est servi. Si les femmes que je montre dans le film sont stupides à gifler, nous dit-il, essayez donc de ne pas leur ressembler. Merci de vos conseils. Peut-être qu'un traitement par hormone de substitution pourrait vous faire du... Jacques Laurent nous a quittés. L'écrivain et académicien est mort à Paris à l'âge de 81 ans. L'auteur de L'inconnu du temps qui passe et de Caroline Chéry, porté à l'écran avec Martine Carole, écrivait sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent. Georges Bégou. L'Académie française, je n'y entrerai jamais, disait Jacques Laurent, mais en 86, il endosse l'habit vert. Essayiste, historien, pamphlétaire de l'équipe des Hussards, il publie en 47 sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent, Caroline Chéry. Un immense succès, un livre traduit en 12 langues et qui devient un film dont Martine Carole sera la vedette. Anticonformiste, Jacques Laurent n'était pas à une contradiction près. Aujourd'hui, je suis un homme de tradition, demain je ne le serai pas, après-demain je le redeviendrai. Revenons maintenant sur la réaction de Richard Virenque après la décision de la Fédération suisse de cyclisme de le suspendre 9 mois pour dopage. Voilà ce qu'il disait tout à l'heure dans l'émission Tout le sport sur France Télévisions. L'affaire Festina a éclaté et 2 ans et demi après il y a eu le procès. Donc ça ne s'arrêtait pas à Festina, le dopage c'était généralisé et pour ma part je paye plus que tout le monde.
et pour tout le monde peut-être aussi. C'est dur de continuer tout seul. Aujourd'hui, je suis sans équipe et tout seul, donc m'entraîner, parce que la prochaine échéance, si je suis condamné pendant 9 mois, c'est pas avant le Tour 2002, donc c'est dans 20 mois. Donc 20 mois, ça fait 1 an et demi. En 1 an et demi, sans équipe, sans personne, seulement entouré de... Je dirais, le sport à ce niveau-là est tellement difficile que j'ai 31 ans. Et donc, il faudrait que je sois épaulé par quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est dur à supporter tout ça. Voilà, Richard Virin qui envisage de faire appel et qui paraît donc ébranlé par cette décision. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo avec Nathalie Riouet, suivi du point route de Yves Cara, avec beaucoup de neige sur les routes. 20h50, votre policier du vendredi, Maigret. 23h55, le dernier journal, Alexandre Cara. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h demain sur France 2. Bonne soirée.